Hello à tous, bonjour. Bienvenue sur ce live quotidien. Je vous laisse un petit peu arriver. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Dites-moi un petit peu. On dit souvent comment ça va, mais on ne prend pas le temps forcément de se demander comment on se sent. Donc aujourd'hui, là, je vous le demande. Comment vous vous sentez? Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ton état émotionnel, ta météo intérieure? Dis-moi un petit peu dans le chat ou sous cette vidéo avec le petit hashtag replay comme d'habitude. C'est vraiment important de prendre ces moments-là pour se scanner un petit peu. Je vous parle du body scan depuis plusieurs jours maintenant, d'essayer d'être à l'écoute de nos ressentis. Et finalement, l'état émotionnel en fait vraiment partie. Donc d'aller illustrer de la manière la plus parlante pour vous comment vous vous sentez là aujourd'hui en ce moment. Si on prend un exemple de météo, est-ce que c'est le plein soleil? Est-ce que c'est la tempête? Est-ce que c'est l'orage? Est-ce que c'est l'inondation? Dites-moi un petit peu. Moi, typiquement, aujourd'hui, je me sens assez sereine, on va dire. C'est un ciel, pas un ciel bleu très, très vif, mais plus un ciel un petit peu couvert, mais de manière homogène. Donc voilà, plus à l'image d'un lac. Et je vous parlais hier justement sur le body scan, plus précisément du ventre et notamment sur la partie intelligence émotionnelle et neuronale du ventre. Donc tout ce qui était au niveau intestin, bien-être intestinal, mais du coup je le liais à l'émotionnel en fait. Et finalement, comme quoi c'était un indicateur de comment on se sentait et aussi de qu'est-ce qu'on pouvait ressentir, notamment dans des situations qui peuvent être stressantes ou avec un grand enjeu, enfin voilà. Et du coup, souvent, ça se manifeste au niveau du ventre. Après, ça peut être à d'autres endroits comme la tête, les migraines, etc. Mais majoritairement, c'est vraiment au niveau du ventre que ça vient se manifester. Et j'avais envie de faire le lien aujourd'hui. Je continuerai bien sûr sur le ventre, de vous expliquer les différents messages qui peuvent venir, quelle est la symbolique de ces mots, M-A-U-X. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui du coup de faire le lien avec cette intelligence émotionnelle du ventre et de la manière dont finalement vous digérez les émotions au quotidien. Parce que c'est clairement ça le lien, c'est ma digestion physique en fait va être aussi le reflet de ma digestion émotionnelle. Donc coucou. Bienvenue sur ce live. Alors, du coup, je disais, la digestion physique va être vraiment le reflet de ma digestion émotionnelle, ma capacité à digérer les émotions, accueillir les émotions. Et c'est vrai que j'entends souvent dans mes accompagnements, parce que j'accompagne les femmes, du coup, des femmes souvent aussi ultra sensibles, hyper sensibles, si on peut coller cette étiquette. Et souvent, je suis trop sensible, j'ai trop d'émotions. Je me mets trop en colère. J'avais vraiment envie de mettre le focus là-dessus parce qu'à un moment, en fait, c'est ça que je vais venir plus en détail, mais c'est trop d'émotions ou trop en colère ou trop émotionnel par rapport à qui et par rapport à quoi. Et à partir du moment où on se pose la question, c'est comme si un peu le château de cartes s'effondrait parce que finalement, on est incapable de répondre. Je suis trop émotionnelle, je suis trop dans l'émotion, dans la situation, mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a une norme à un moment où on a dit, ok, par exemple, pour un deuil, il fallait avoir tel degré d'émotion, ni plus ni moins? Non, je pense pas. Et vraiment, ressentir ces émotions, c'est être vivante, en fait. C'est être vivant. Et c'est ce qui fait vraiment les caractéristiques de l'être humain, c'est que justement, on ressent des émotions et c'est ce qui nous fait nous sentir en vie. Sinon, on serait des robots ou des animaux, bien que je mette entre parenthèses, parce que je pense que si les animaux ont cette composante émotionnelle, en tout cas certains, mais vraiment, c'est d'aller voir la symbolique positive, dans le sens où c'est la société qui a essayé de mettre les gens dans des cases et de faire une sorte d'uniformité dans les comportements humains, mais dans l'émotionnel, il n'y a pas de règle en fait. On peut pas mesurer, on peut pas restreindre ça. Parce que ressentir intensément ces émotions, finalement, c'est ressentir intensément la vie. Et je sais de quoi je parle. Donc oui, ça peut paraître challengeant, inconfortable sur le moment, mais au final,
c'est beau parce que si je ressens plus intensément mes émotions, bah, je perçois aussi plus intensément la vie, les personnes qui m'entourent, les situations que je vis. Donc finalement, si on me propose de vivre le truc à 150% versus 10%, je préfère quoi en fait? Alors oui, il y a les situations plus inconfortables, plus désagréables, plus douloureuses, mais il y a aussi à l'inverse, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si je ressens plus intensément la douleur, je ressens aussi plus intensément la joie et le bonheur, et voilà, tout ce qui peut se présenter finalement sur mon chemin. Donc vraiment, je vous invite à regarder un petit peu comment et à arrêter peut-être de s'auto-flageller quand justement on a cette perception de trop ressentir, alors qu'en fait c'est juste l'indicateur de qui nous sommes. C'est comme si on se jugeait en se disant ben, j'ai trop de ci ou trop de ça. Enfin en fait on est qui l'on est et finalement c'est ok. Et le plus paradoxal, le point où je veux en venir, c'est que finalement dans les sociétés dans lesquelles on est plus... on a cette injonction de devoir gérer nos émotions, de devoir contrôler nos émotions. Et je suis pas d'accord avec ça, clairement, parce que c'est pas un planning, nos émotions. C'est pas des jauges qu'on peut remplir ou qu'on peut vider. On peut pas contrôler le débit, en fait, en gros. Et heureusement, parce que là encore, c'est des messages hyper précieux, des signaux hyper précieux de la manière dont je vis la situation, dont je me comporte avec telle personne, qu'est-ce que je ressens, etc. C'est juste des signaux, comme si ce n'est un GPS, en tout cas des indicateurs qui vont nous indiquer sur le degré de comment je me sens dans cette situation. Donc plus j'ai envie de les gérer, de les contrôler, plus en fait elles vont me submerger. C'est paradoxal. On pense qu'en les accueillant, ça va être le tsunami, le raz-de-marée, alors qu'au contraire, ça va vraiment justement ouvrir les vannes, mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre les vannes? Oui, il y a un débit plus fort au début, mais ensuite, ça se régule dans le flot finalement. Ça n'arrive jamais à puissance à balle. C'est la résistance du barrage finalement qui va faire monter la pression de l'autre côté. Mais à partir du moment où on ouvre, il y a un moment où hop, l'eau revient au débit normal. Et je prends l'exemple de l'eau pas par hasard, parce que, coucou Véro, l'eau est le symbole des émotions. Et c'est vraiment ça. Donc plus je résiste à vouloir les contrôler, à vouloir les bloquer, plus finalement il va y avoir une accumulation. Et elles vont venir me submerger à un moment. Parce que s'il y a trop de pression, si ça s'accumule d'un côté, à un moment le barrage il pète. Et c'est là où on est submergé finalement. C'est pas en les accueillant. Donc c'est vraiment important d'avoir cette conscience-là que l'émotion, elle est légitime, elle a besoin de nous traverser et de s'exprimer et pour se libérer, en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe si je les retiens, si j'essaie de les contrôler, chose en plus qui est hyper énergivore et qui est hyper difficile, en fait. Eh bien, soit ça va faire péter le barrage à un moment et dans une situation qui n'a rien à voir, c'est quand on dit c'est la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là encore, la symbolique de l'eau, le parallèle avec l'eau n'est pas fait par hasard. Il n'y a pas de lien en fait, mais c'est justement ce truc en plus qui a fait qu'il y avait tellement d'accumulation d'émotions que j'ai pas pu exprimer, que là, pour le moindre petit mot qui en soi n'était pas forcément gravissime ou autre, et ça y est, tout pète et là on s'effondre. Alors que si j'avais distillé tranquillement ou ouvert les vannes en amont, et finalement j'aurais géré cette remarque de manière assez neutre, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas voilà, pas de la même manière. Et c'est ça qui peut faire peur parfois. Et si je fais pas ça aussi, qu'est-ce qui va se passer à moyen long terme? C'est qu'aussi cette expression, elle va un peu se cristalliser, ou en tout cas elle va se traduire autrement, elle va chercher à s'exprimer autrement en fait, c'est ça. Et comment elle s'exprime autrement dans le corps quand elle trouve pas le moyen justement de sortir, ou que vraiment le barrage est tellement fort, on résiste tellement qu'elle peut pas s'exprimer, et tout simplement on va somatiser. On va somatiser, ça fait directement le lien avec tout ce que je vous partage ces derniers jours par rapport au body scan et par rapport au message du corps, aux mots du corps. Les mots MAUX du corps sont les mots finalement qu'on n'arrive pas à exprimer, les émotions qu'on n'arrive pas à exprimer. Et c'est vraiment important de mettre de la conscience là-dessus, parce qu'on a le pouvoir en fait de justement prendre le contre-pied et faire que les choses aillent mieux.
Donc, ne sortir de ce contrôle de vouloir gérer ces émotions et d'aller vraiment vers les accueillir. Elles sont là, c'est ok. Je pleure, c'est ok. Et finalement, si je suis ok avec ça, moi, quand je pleure devant un film, quand je pleure suite à une réflexion, ça va bien se passer. Et même si en face, j'ai quelqu'un qui se braque, ça parle de lui, en fait, c'est lui qui est mal à l'aise avec l'émotion qu'on exprime. Et c'est la même chose dans les familles, c'est la personne en face qui est pas à l'aise. C'est mon conjoint qui est pas à l'aise si je me mets à pleurer, ou inversement. On va pas toujours catégoriser. Coucou Karine, bienvenue sur ce live. Donc vraiment, de voir que mon émotion elle est légitime, j'ai le droit, c'est à ma responsabilité de m'autoriser à la ressentir, à l'exprimer. J'ai en rien l'obligation de la contrôler parce que de toute façon c'est pas possible, c'est pas humain. Et vraiment d'aller vers comment je peux accueillir ça au mieux, comment je peux me mettre finalement en priorité et me respecter par rapport à ça. Parce que sinon, on va somatiser à un moment, ça va se traduire autrement. L'émotion, elle est là. À partir du moment où elle naît, elle va vouloir s'exprimer. Donc, elle va trouver un chemin quel qu'il soit. Je prends le parallèle de l'eau, mais parce que vraiment, c'est hyper parlant. Et c'est exactement comme la fuite d'eau. À un moment, l'eau, c'est ça qui peut être assez traite finalement et vraiment faire de gros dégâts. C'est que l'eau, quand elle a décidé de passer, en tout cas quand la pression est là, quand il y a une source, elle va trouver le moyen d'avancer, de s'exprimer, de passer. Et c'est exactement la même image pour l'émotion. L'émotion, ok, je peux la retenir pendant un moment, je peux la retenir, mais là, comme tout à l'heure, le barrage, ça va pousser. Et ça va forcer. Et si vraiment j'arrive à résister, bon ok, à un moment, elle va se dire, je pars autrement, je vais dans un autre endroit du corps et je vais somatiser différemment. Bon, bien sûr, c'est imagé, mais c'est là aussi où c'est hyper important d'aller écouter les messages du corps parce qu'on est formaté, on évolue dans une société qui est hyper conventionnelle, notamment au niveau de la médecine. Ça a ses avantages, mais il faut aussi prendre en compte l'autre côté, qu'aussi tout ce qui est médicaments, industrie pharmaceutique, c'est un business. Ça régit beaucoup de choses. Les études scientifiques, et je fais le lien avec la nutrition, avec tout ce qui est le sucre, les matières grasses, le lait, tout ça, c'est, comment on dit, pas architecturé, mais enfin bref, scénarisé de manière à faire bénéficier les acteurs principaux de ces filières-là. Donc, vous le savez peut-être, en France, on est les premiers consommateurs d'antidépresseurs, c'est pas par hasard. Le marché est tellement florissant, on l'a vu avec le débat sur l'homéopathie. Quel est l'intérêt finalement pour les gros acteurs de faire passer l'homéopathie en remboursé ? Donc c'est un peu triste, enfin moi personnellement c'est un sujet qui me touche et qui me tient à cœur parce qu'on aurait tellement de solutions à... Je dis pas que tout doit reposer sur la naturalité, sur l'écoute de soi, etc. Mais c'est quand même une très très grosse composante. Et encore dernièrement, je parlais avec un ami dont le père est médecin. Il était médecin généraliste, pur médecin. Il a eu un cancer du côlon. Il a eu une leucémie. Et pour différentes raisons, donc là encore ça vient beaucoup plus largement, mais il y avait ce poids parce que pour lui c'était une vocation, mais finalement c'était plus un poids d'être médecin, de sauver le monde. Il prenait tellement ça à cœur finalement qu'il s'en est fait une raison de vivre, mais au final il s'est laissé dépasser par ça. Et après, vous me croyez ou pas, mais c'est un exemple qui est réel, qui est vrai. Il est donc tombé malade, il a eu sa leucémie et du jour où il a arrêté d'être médecin généraliste, il a lâché son cabinet et surtout sa pratique conventionnelle, il est sorti de la leucémie. Et même le corps médical n'a pas compris. Et j'aime pas non plus raconter des trucs fantastiques pour vous faire croire que du jour au lendemain on peut guérir d'un cancer ou d'une leucémie. Néanmoins, c'est une réalité et ce sont des choses qui existent. Donc, à partir du moment où on identifie le blocage, le centre de la problématique, ça peut vraiment être très révélateur pour le coup. Et après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas arrêté de prendre soin des autres parce que c'était sa vocation, mais il est allé vers cette approche beaucoup plus globale, holistique, où justement
il va voir plus au niveau du corps, de l'émotionnel, des blocages inconscients ou plus ou moins conscients. Et il arrive finalement à débloquer les choses. Donc voilà, de ça, il en a fait une force. Mais pour dire qu'à un moment, on ne peut pas scinder finalement les choses. On reste un être hyper complexe. Et vraiment, à la base de tout, c'est les émotions. Les émotions, les non-dits, la verbalisation, tout ça, ça va venir s'exprimer d'une manière ou d'une autre à un moment. Donc, je ne sais pas si ça résonne pour vous. Là encore, hein, c'est un positionnement. Ça n'engage que moi. Heureusement, enfin, que moi et d'autres. Évidemment, il y a d'autres personnes aussi qui ont cette approche-là et heureusement. Mais il faut savoir que c'est ok. On est dans une société qui a mis en avant la médecine conventionnelle. D'accord. Mais plus ça va, plus il y a aussi d'autres pratiques plus occidentales qui arrivent. Le Reiki, le yoga qui est là depuis déjà maintenant un moment, le breathwork qui est une technique un peu plus nouvelle qui commence à émerger et qui permet vraiment d'aller voir les couches, d'aller libérer justement ce qui est bloqué. Moi, à mon échelle avec le EFT, cette technique de tapotement, voilà, un petit peu comme une acupuncture sans aiguille, où on va venir finalement réguler le système nerveux interne en verbalisant. Et le fait de verbaliser la problématique, l'émotion bloquée, la douleur, en tapotant, ce combo va finalement rassurer le corps en disant j'ai une problématique, je la nomme, je la vois, je la considère. Et en plus, en tapotant, j'envoie un système de régulation à mon corps, de régulation nerveuse. Et donc, ça apaise mon système. C'est un petit peu le système de la cohérence cardiaque aussi, le principe de la cohérence cardiaque. Et donc, le corps l'interprète comme « Ok, je peux finalement me rassurer par rapport à cette problématique parce que je vois qu'en la nommant, je ne monte pas forcément à 50 et j'arrive à rester dans un état émotionnel et neurologique, nerveux, stable. » Et ça, on ne peut pas toujours l'expliquer. Et c'est vraiment ce qui, justement, fait peur ou ce qui challenge ou ce qui va, justement, déclencher des attaques ou des réactions. Coucou Raphaël, bienvenue. Mais c'est une réalité. Donc, à un moment, c'est aussi de se faire confiance. Et même par rapport à la prise de médicaments, il y a bien sûr des choses, je ne dis pas s'il y a besoin vraiment d'antibiotiques, de choses comme ça. Et encore, là, ça pourrait se discuter, mais voilà. Moi, ça m'est arrivé, en fait, sur un traitement. Je ne pourrais pas l'expliquer. Donc là encore, hein, c'est toute la subtilité du truc. Mais j'avais, je sais plus, j'étais tombée malade. Et je savais que s'il y avait cette composante plus mentale, psychologique, émotionnelle, que c'était ok, je l'ai traversée. Et le médecin, parce que j'étais quand même bien malade, donc je me disais à un moment, faut pas quand même... souvent, je vais jusqu'à un certain moment, mais après, je me dis quand même, on va pas risquer quelque chose de plus grave. Mais du coup, ça peut pallier, ça peut être complémentaire. Mais en tout cas, le médecin m'avait fait une ordonnance en plus à rallonge. Et je me suis écoutée, j'ai pas joué les apprentis sorciers, c'est pas du tout ça. Je me suis juste écoutée, parce que je m'y connais un petit peu aussi, mais même juste m'écouter en disant... Ça ok, parce que voilà, c'est l'antibio, c'est le machin, c'est le truc important, mais ça, non en fait. Ça, je le gérerai autrement, je le gérerai dans l'émotionnel, parce qu'on peut pas toujours comme ça éteindre, étouffer la douleur. Et à un moment, oui, il y a une bactérie, quelque chose, ok, mais voilà, tout ce qu'il y a autour, j'ai pas besoin d'une ordonnance à rallonge et de m'en sortir avec 50 balles à la pharmacie. Donc vraiment, l'idée, c'est de vous écouter aussi, de vous faire confiance. Plus ça va, plus on se connaît, voilà, en traversant des moments, des situations. Et rien ne vous empêche, alors là, la maladie, c'est une chose, mais dans une autre situation, de revenir dessus après et de vous dire, ok, qu'est-ce qui a été challengeant pour moi ? Où est-ce que je me suis pas sentie à l'aise ? Ou comment j'ai pleinement vécu la chose, hein, ça va dans les deux sens. Pour ensuite, justement, quand ça se reproduit, avoir un peu plus d'éléments en conscience, en fait, et surtout de voir le bon côté. Parce que souvent, on se dit « Ah, mais j'ai surréagi », et encore là, hein, par rapport à qui, par rapport à quoi, on va s'autoflageller, on va se juger. Mais où j'ai été top, en fait, dans cette situation ? Où est-ce que finalement, en m'effondrant pas, si je me suis effondrée et que je me suis mise en larmes, qui me dit que ça n'a pas aidé quelqu'un à côté qui n'ose pas exprimer ses émotions et qu'en me voyant justement pleurer à chaudes larmes, eh bien ça l'a libéré par rapport à ça et que du coup la prochaine fois il s'autorisera peut-être un peu plus à exprimer ses émotions.
Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez peut-être des situations comme ça qui vous viennent, où on peut avoir tendance à se juger parce qu'on n'est pas dans la norme, là encore, de notre entourage, mais au final, c'est comme quand, voilà, je pense souvent l'exemple des déjeuners familiaux, mais c'est tellement parlant, il y a tellement de cas d'exemples, c'est assez fascinant. Voilà, au moment de servir du vin, voilà, qui veut du vin? Donc au début on dit oui, oui, vas-y, serre-moi, alors qu'on veut pas forcément boire d'alcool ce jour-là. Et le jour où je dis non merci, moi ça va, je vais rester à l'eau. Ah bizarrement, mon voisin de table, ouais moi aussi en fait je vais rester à l'eau. Ah oui, puis moi aussi. Puis finalement on n'ouvre pas la bouteille de vin. Donc c'est pas forcément clairement sur le moment identifiable, mais c'est pas parce que ça l'est pas que ça n'existe pas en fait. Donc vraiment, je vous invite à vous recentrer, à vous écouter sur ça et à donner plus de place finalement. Donc l'idée, c'est pas de contrôler, de gérer ses émotions. Ça, c'est vraiment un anti-truc là. Ça va pas ensemble en fait. C'est pas possible de contrôler ses émotions. Comme je vous le dis, à un moment, elles reviennent en boomerang ou elles reviennent de manière plus forte ou par un chemin détourné. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à les accueillir, de commencer vraiment à les accueillir pleinement et pourquoi pas l'étape d'après aussi, à les exprimer dans le sens les verbaliser aussi. Vous pouvez tout à fait faire le choix parce que bien sûr vous allez me dire ouais non mais attends, si je suis dans une réunion, si je suis face à mon boss, si je suis face à un client, quel que soit le domaine, si je suis face à ma classe, à mes élèves, voilà, en plus les enfants s'ils voient quelqu'un pleurer c'est vrai qu'ils peuvent s'inquiéter tout de suite, mais l'idée, c'est aussi que vous pouvez décaler dans le temps. Quand je dis accueillir les émotions, bien sûr, si vous pouvez, plus vous pouvez le faire sur le moment, mieux c'est. Mais si l'instant n'est pas idéal, à vous de décider à ce moment-là. Ça peut aussi le faire d'accueillir, ça peut aider d'autres personnes. Mais si vraiment vous sentez que ça peut être challengeant, rien n'empêche de prendre vos petits bagages émotionnels, hop, de l'empaqueter. Je le prends en baluchon et je m'occupe de ça quand je serai dans un moment seule avec moi-même ou en tout cas dans un moment plus sécure, plus cocooning où je me sens bien. Et c'est ce que j'appelle la fameuse douche émotionnelle. Je ne vais pas dire détox émotionnel parce que détox émotionnel, ça veut dire qu'on veut se débarrasser de ça. Et c'est pas ça qui est juste parce que vraiment là encore c'est juste de se laisser traverser. Donc les émotions, d'accord, on les ressent et elles nous traversent. Et ça les libère, tout simplement. Donc c'est plus l'image de la douche émotionnelle, et on en revient encore à la symbolique de l'eau, mais c'est ça. Donc finalement, quand est-ce que c'est le moment plus opportun pour moi d'ouvrir mon petit baluchon, de venir le déposer. Et donc ça peut vraiment être une douche physique pour le coup, hein. Souvent on se sent mieux justement parce qu'il y a ce sentiment d'être lavé, et c'est souvent aussi sous la douche, hein, à ce moment-là que les choses viennent, ou qu'on arrive peut-être à mettre des mots plus facilement sur une situation. Et après, une fois détendu, une fois un petit peu plus dans l'accueil, j'ai envie de dire, d'aller ouvrir ce baluchon, d'aller voir, de ressortir, et pourquoi pas de retraverser l'émotion, mais de la vivre pleinement à ce moment-là. Et c'est à différentes échelles. Est-ce que c'est mon collègue qui m'a envoyé un pic? Est-ce que c'est mon boss qui... Et ça va à l'inverse, parce qu'à chaque fois je reste sur le négatif, et comme quoi c'est aussi un formatage, parce du coup ça veut dire associer l'émotion à quelque chose de négatif. Alors que juste j'ai une promotion par exemple, mon boss il m'a annoncé une promotion, donc évidemment j'allais peut-être pas crier, me lever, faire la danse de la joie dans le bureau face à mon boss, et pourquoi pas encore, mais bon ça c'est un autre débat, mais j'ai besoin de la vivre cette émotion. Si je ressens les choses intensément dans un sens, je les ressens aussi dans l'autre sens. Donc, quand est-ce que je me fais mon me time, mon célébration, mon moment célébration de ça? C'est hyper important. Donc du coup, ça peut être en douceur, je vais m'acheter, faire un petit apéro dînatoire, je vais célébrer, on va aller fêter ça, peu importe, vous prenez ce qui vous plaît. Mais ça peut être aussi d'être dans l'explosion de la joie, donc se reconnecter, de se remettre dans la situation, dans le one-one avec mon boss, de ressentir vivement ces mots, de se les repasser dans la tête, de se reconnecter aussi au sens, hein, ça aide beaucoup. Donc qu'est-ce que je voyais dans la pièce, quelle odeur il y avait peut-être, quelles étaient les expressions du visage de mon boss,
ou de ma bosse. Voilà, mais vraiment du coup de vous remettre dans la situation et d'aller laisser monter cette explosion de joie. Parce que c'est hyper important de vivre les émotions pleinement, à 100%, qu'elles soient douloureuses ou qu'elles soient hyper joyeuses, justement. Là, tout vraiment Si vous avez besoin de mettre un peu plus de précision, de subtilité sur les émotions, parce que souvent on connaît les principales, la tristesse, la joie, la peur, la colère, vous avez la roue de Pushnik, je crois. J'écorche un petit peu le nom, mais si vous tapez roue des émotions sur Google, sur Internet, vous allez la trouver facilement et vous pouvez tout à fait l'imprimer ou faire une capture d'écran sur votre téléphone pour toujours la voir. Et du coup, aller peut-être plus en subtilité, vous avez des degrés, donc les 4 principales, et après il y a des nuances. Donc voilà, colère par exemple, ça va être agacement, joie, ça va être émerveillement, enfin voilà, il va y avoir des degrés, je vous laisse découvrir la roue, mais l'idée c'est vraiment d'aller aussi dans la précision de ce que je ressens, parce que souvent on a tendance à faire un saut, je ressens quelque chose de désagréable, ça y est c'est de la tristesse, ou je suis agacée, ça y est c'est de la colère, et du coup on peut avoir tendance à un peu squeezer toutes les nuances avant, et aller direct dans un état extrême, j'ai envie de dire, alors que des fois, certains états sont plus justes. Donc, juste en les nommant et en précisant le ressenti, pareil, ça envoie aussi un message au corps encore plus clair. Et du coup, il sait que là, non, c'est bon. Du coup, ouais, je suis un peu agacée, mais bon, de là à me mettre en colère, peut-être pas. Donc, du coup, aussi, ça m'aide à relativiser. Et peut-être que ce serait ça l'association avec la fameuse gestion des émotions, le contrôle des émotions. Mais encore, là, il est galvaudé ce mot. Mais ça pourrait être, voilà, de juste aller plus en profondeur dans ce que je ressens et clarifier l'émotion, en fait. Donc, si ça vous parle, je vous invite vraiment à switcher ce mot de contrôle des émotions par clarification des émotions. Voilà, si vraiment vous êtes attaché à ce besoin de contrôler ou de gérer les émotions, prenez peut-être cette nuance de je vais aller clarifier ce que je ressens et du coup être au plus juste pour ensuite avoir la réaction qui me convient le mieux dans la situation. Mais sinon, c'est vraiment d'être dans l'accueil et de vous laisser ces moments, de vous offrir ces moments réguliers. Moi, typiquement, cette douche émotionnelle, elle est quotidienne et encore plus avec les accompagnements que je propose parce que du coup, ça fait double ressenti et c'est ce qui se passe dans l'alimentation émotionnelle. C'est pour ça que ça arrive souvent en fin de journée ou le soir. C'est parce que le matin, on est un petit peu reset et on va dire à l'état... pas neutre, mais en tout cas un état équilibré émotionnellement. Et plus ça va aller dans la journée, plus on va accumuler des ressentis, des contrariétés, des joies, en plus de la sollicitation extérieure si on est dans une ville, avec les pubs, avec les bruits, les portables, notifications, informations, messages, réseaux sociaux, les pubs. Il y a énormément, autant on a 60 000 pensées... dans une journée qu'on peut avoir aussi énormément d'émotions. On passe par un truc, c'est même pas un yo-yo, c'est un roller coaster émotionnel, quoi. Voilà, c'est dans tous les sens. Et forcément, au bout d'un moment, cette jauge émotionnelle, elle se remplit. Et si je la vide pas, je dors mal, ou je suis agacée en rentrant. Et c'est ça, et les problématiques de sommeil, ça touche énormément de gens, mais c'est aussi en partie pour ça. C'est parce que je me couche avec mon fameux sac émotionnel. Et à un moment, c'est lourd en fait. Donc, si je prends pas le temps de le vider ou de refaire un point et de revenir à un état un peu plus serein avant de me coucher ou en fin de journée, il s'ensuit des comportements compensatoires ou un sommeil de mauvaise qualité ou une relation de mauvaise qualité. Vous le voyez avec les enfants. Typiquement, je vous donne un exemple et je pense que je terminerai sur ça parce que le live dure et je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Mais en tout cas, c'est exactement comme les enfants. L'enfant, il va être au contact direct de ses émotions et au bout d'un moment, c'est pour ça qu'en fin de journée, on dit oui, il est fatigué. Oui, bien sûr qu'il y a une partie composante fatigue physique, mais il est surtout aussi saturé émotionnellement. Donc l'idée c'est vraiment de revenir, c'est pour ça que c'est plus opportun de lire une histoire tranquillement, pour aller aussi l'aider à s'évader, pour justement neutraliser un petit peu, justement vider cette jauge émotionnelle, que de le mettre devant la télé où il va être encore hyper sollicité, ressentir des choses, etc. Donc
voilà un petit peu l'idée. Vous direz si jamais c'est essayé. Dites-moi si ça vous fait du bien, cette fameuse douche émotionnelle. Mais vraiment, voilà, vous pouvez aussi les exprimer, les verbaliser, ces émotions. C'est un très bon... Il y a plein de livres qui existent pour enfants, là, Le monstre des émotions. Je vais encore pour mon neveu là, dans l'anniversaire et dans quelques jours. Voilà, je vais lui offrir Le monstre des émotions pour qu'il apprenne à nommer tout ça. Et si le parent le fait, bah, l'enfant par mimétisme va le faire aussi. Et quel est le plus beau cadeau finalement, quoi de plus beau que de permettre à l'enfant déjà petit de verbaliser ce qu'il ressent. Ou en tout cas d'imager, d'illustrer. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans des mots compliqués, mais déjà il comprend très bien. Mais voilà, si c'est pour illustrer de manière un peu plus ludique, parce que c'est important aussi de mettre de l'humour, du fun dans ça, c'est pas toujours de tout mentaliser, et vraiment d'aller alléger un peu et juste normaliser ce ressenti des émotions. Voilà pour aujourd'hui. Si ce n'est, oui, je termine sur verbaliser, c'est aussi écrire. Hein. Je peux le verbaliser par les mots, mais je peux aussi l'écrire. Et rien que d'écrire son état émotionnel du moment, que ce soit le matin, quelques mots, votre ressenti, votre état émotionnel, votre météo intérieure, comme je disais tout à l'heure, ou alors le soir, et le soir c'est d'autant plus bénéfique, de coucher sur papier, voilà, les ressentis. Et souvent, ça aussi, ça aide énormément à conscientiser et à réguler le système nerveux, émotionnel. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu en commentaire, ou les personnes qui regarderont en replay, dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, moi j'étais ravie d'échanger sur ce sujet. C'est toujours un sujet qui me passionne. Donc j'espère que ça vous a apporté. Et je vous retrouve demain. Je vous souhaite une belle après-midi, une belle fin de journée. Essayez cette douche émotionnelle si ça vous parle. Couchez sur papier si besoin, voilà. Mais ayez toujours conscience d'avoir cette image du baluchon et de surtout penser à le vider. Au même titre que quand on voyage, on vide sa valise en rentrant. C'est un petit peu le même parallèle, la même image. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.